Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, c'est tout comme aujourd'hui, dans les derniers jours de mars, mais en 1800, que se situe l'épisode, à vrai dire peu mémorable, qui me servira d'entrée en matière. Le 31 de ce mois-là, Alexandre de Humboldt descendait le cours du Rio Apure, dans les Llanos du Venezuela, jouissant du spectacle offert par une nature prodigieusement diverse que la civilisation n'avait pas encore troublée. L'Indien christianisé qui manœuvre sa pirogue s'exclame « Es como en el paraíso », c'est comme dans le paradis. Mais le savant ne croit ni au bon sauvage, ni à l'harmonie innocente d'un monde originaire. Aussi note-t-il dans son journal « L'âge d'or a cessé, et dans ce paradis des forêts américaines, comme partout ailleurs, une triste et longue expérience a enseigné à tous les êtres que la douceur se trouve rarement unie à la force. » Constat presque banal du naturaliste doublé d'un ethnographe, attentif aux chaînes de dépendance, notamment alimentaires, qui unissent les organismes dans un écosystème tropical, et peu enclin à voir dans les habitants de ces contrées les vestiges d'un passé édénique. Mais constat nouveau dans le contexte de l'époque. Car si cet admirateur de Bernardin de Saint-Pierre a décrit la faune et la flore sud-américaine dans une langue imagée qui charma ses contemporains, il fut aussi le fondateur de la géographie, entendue comme science de l'environnement, et lorsqu'il étudiait un phénomène, en géologue ou en botaniste, c'était pour le lier aux autres phénomènes observables dans le même milieu, sans en exclure les faits historiques ou sociologiques, et pour s'employer ensuite à éclairer les relations ainsi dégagées par la considération de situations analogues dans d'autres régions du monde. Alexandre de Humboldt ne procédait pas autrement avec les peuples amérindiens qu'il visita, loin de voir en eux des figures aimables ou repoussantes, propices à animer des paraboles philosophiques. Il s'attacha à montrer que leur devenir était fonction du sol, du climat et de la végétation, mais aussi des migrations, des échanges de biens et d'idées, des conflits interethniques et des vicissitudes, même indirectes, de la colonisation espagnole. Il eut l'intuition, en somme, que l'histoire naturelle de l'homme était inséparable de l'histoire humaine de la nature, que l'habitabilité progressive de la surface du globe, pour reprendre l'une de ses formules, dépendait autant des facteurs physiques que des manières fort diverses dont ceux-ci sont appréhendés et mis à profit par les sociétés qui les ont reçus en partage. Si la coïncidence de date exploitée dans mon préambule est toute fortuite, l'évocation d'Alexandre de Humboldt, dont elle m'a fourni le prétexte, n'est pas dictée par le seul hommage de circonstance à un homme qui contribua à éveiller mon intérêt pour les sociétés et les paysages sud-américains. Car lorsque vous avez souhaité que soit créée une chaire d'anthropologie de la nature, et quand vous m'avez fait le grand honneur de m'en confier la charge, monsieur l'administrateur, mes chers collègues, vous avez voulu assurer la continuité d'un programme d'anthropologie fondamentale dont l'auteur de Cosmos fut l'un des premiers à tracer l'ébauche. Comprendre l'unité de l'homme à travers la diversité des moyens qu'il se donne pour objectiver un monde dont il n'est pas dissociable. Aussi, l'émotion que je ressens au moment de reprendre cette tâche dans une institution où elle fut illustrée avec tant d'éclat n'est-elle pas tout à fait exempte d'une pointe de regret malicieux? Comment ne pas s'interroger, en effet, sur ce qu'aurait pu être le cours de ma discipline si le Collège de France avait distingué Humboldt lorsqu'il vint s'établir à Paris en 1804, au retour de son périple sud-américain. Que de temps gagné peut-être si cette maison avait pu accueillir un savant que Franz Boas, le pionnier de l'anthropologie nord-américaine, tenait pour un modèle et la source de sa vocation. Mais sans doute était-ce trop tôt ou trop tard. Le Collège de France ayant déjà, à cette époque, commencé d'entériner dans l'organisation de son enseignement
le grand partage de méthodes et d'objets entre les sciences de la nature et les sciences de la culture que le XIXe siècle ne cessera d'approfondir. Georges Cuvier était alors titulaire de la chaire d'histoire naturelle